bienvenue à la semaine d'exploration des métiers, le monde de la communication. Nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir. Dans les prochains jours, il y a plusieurs conférences qui auront lieu pour découvrir les différents métiers de la communication créative. Hier avait lieu le service conseil et ce soir, on a la chance de parler de création publicitaire avec un conférencier et des panélistes vraiment chevronnés. Donc, merci à tous d'y participer. Moi, j'aime croire qu'il y a autant de métiers que de personnalités dans notre industrie, que vous soyez extraverti, introverti, que vous aimiez l'analyse, que vous aimiez la culture, la création, peu importe votre domaine d'intérêt en soi, je pense que vous pouvez trouver votre place à l'intérieur de l'industrie. Reste à explorer les différentes perspectives et c'est ce que cette semaine-là vous offre, de voir différentes perspectives, voir différents backgrounds, voir différents parcours également. Alors, je vous souhaite évidemment d'en profiter et d'en apprendre plus sur ce soir, la création publicitaire. Donc, ce soir, et en fait, la semaine d'exploration est une initiative de l'A2C en collaboration avec l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, de Grenier aux emplois, de l'Association des producteurs publicitaires, du Conseil des directeurs médias du Québec, de la Société des designers graphiques du Québec et un merci spécial à Orchestra qui s'est gentiment chargé de l'identité visuelle et de la promotion de cette semaine. Alors, sans plus tarder, je vous disais que c'était la création publicitaire aujourd'hui. Donc, le conférencier, c'est Marc-André Lafrance, qui est concepteur-rédacteur chez Cossette, qui viendra vous présenter les différents métiers dans cette discipline, suivi d'un panel avec Xavier Blais, associé concepteur-rédacteur chez Rethink. Il est dans son auto, donc vous allez pouvoir le voir et savoir c'est lequel. Mounir Fadlou, directeur de création adjointe chez CRI Agence. Sacha Lausier-Bonnette, co-directeur de création associé chez Orchestra. Et enfin, Sam Sava, VP et chef de la création chez Publicis Montréal. Un petit côté technique pour poser vos questions. Vous avez l'outil Q&A qui est au bas de votre écran. Alors, c'est ma collègue Mireille Forêt qui sera la modératrice qui pourra poser vos questions soit à la toute fin de la conférence de Marc-André ou après après les panélistes. Alors, vous pouvez poser vos questions durant la présentation, puis c'est à la toute fin que des sections que Mireille pourra poser les questions à votre place. Alors, sur ce, sans plus tarder, je laisse la parole à Marc-André. Bonne conférence, amusez-vous et au plaisir de vous recroiser en agence un jour. Bonne soirée. Yes, la gang. Donc, merci beaucoup, Dominique, en passant pour cette introduction-là, mais aussi pour la chance de pouvoir parler justement à la relève. C'est vraiment le fun. Donc là, il va se passer l'espèce de chorégraphie habituelle de moi qui essaie de partager mon écran sur Zoom. J'aimerais juste, peut-être, Mireille, tu peux me confirmer si on voit mon écran en ce moment. Oui, tu me confirmes? Parfait, génial. Donc, allô tout le monde. Super content, super honoré en fait d'avoir la chance de discuter avec vous de la création publicitaire qui est comme mon emploi et ma passion. Je suis vraiment choyé. Puis en plus, on a la chance ce soir d'avoir un panel de gens vraiment, vraiment super talentueux, de gens que j'aurais jamais pensé un jour comme leur poser des questions, les interviewer. Je suis vraiment, vraiment choyé. Je suis aussi content parce que c'est un événement que j'aurais beaucoup aimé avoir quand j'étais au cégep ou à l'université, quand je sentais que la création publicitaire, c'était quelque chose qui m'attirait. Puis je pense qu'aujourd'hui, ma mission, ce que j'en fais de ma mission, c'est que vous repartiez avec tout d'abord le goût vraiment de faire de la création publicitaire, mais aussi de rendre ça accessible pour vous, de vous montrer que comme si vous le voulez, puis vous avez comme la passion de créer de la pub, puis d'en faire comme c'est plus accessible qu'on pense. Moi, j'avais l'impression que c'était comme l'inaccessible étoile d'être concepteur-rédacteur un jour. Puis ce que je veux vous repartiez, le message principal que je veux vous passer aujourd'hui durant la conférence, c'est que vous pouvez y arriver quand même, puis il n'y a pas un bon parcours. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, je vais prendre le temps de me présenter. Marc-André, concepteur-rédacteur chez Cossette depuis janvier 2018. J'ai étudié. Moi, quand j'étais jeune, j'ai passé comme par 1000 processus. Je vous ai mis comme ma hiérarchie de job dans l'ordre chronologique de comme 2 à 20 ans.
Donc, je suis passé par « Ah oui, je vais être docteur ». Ensuite, j'étais comme « Ah, le sang, pas trop en affaires, vétérinaire ». Là, après, j'ai réalisé qu'il y avait quand même un peu de sang dans la job de vétérinaire. Là, je me suis dit, à faire des ponts, j'aime ça, les Legos, peut-être d'ingénieur, ça pourrait être cool. Là, finalement, je me suis dit, ah non, je vais aller en admin, mais là, finalement, je n'étais pas bon en maths non plus. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais faire de la musique, c'est ça que j'aime. J'aime écrire, je vais être journaliste. Je suis passé par comme mille terrains de jeu dans ma tête pour finalement me dire, oh shit, il y a quand même une job qui est de faire des publicités, qui est ce que je vois dans la rue, qui est ce que je vois à TV. Ça a quand même l'air cool. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance de faire ce job-là, puis j'en suis vraiment très, très fier. Mon parcours, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke dans un bac qui n'existe plus déjà, mais qui est rendu comme appliqué, qui est maintenant comme des genres de personnalisation un peu. Le bac qui était communication, rédaction et multimédia. Puis je l'ai fait avec des stages, mais j'ai comme eu un seul de mes 3 stages en agence. Les autres, je les ai faits comme en relation de presse, qui n'était pas vraiment pour moi. Puis j'en ai fait un aussi en gestion de projet, qui était super intéressant aussi, mais je sentais quand même que j'avais l'appel de comme, je voulais au moins voir c'était quoi une agence de pub dans la vie. J'ai eu la chance de faire mon dernier stage en service conseil à l'agence Bob, qui m'a énormément appris sur comme, la réalité du travail en agence, puis qui m'a juste donné plus la piqûre. Puis en 2017, j'ai participé aussi avec 2 de mes amis au concours Grandiose. Donc, on va en parler durant la conférence, mais il y a beaucoup d'agences qui offrent des concours pour la relève, pour avoir la chance de se mettre de l'avant puis de showcase un peu ses talents. Grandiose, c'est celui de Cossette. Et le prix, c'était de gagner un stage de 8 semaines. Donc, avec mes deux collègues, on a gagné le stage. Et suite à ce stage-là, j'ai été embauché donc sur le compte de McDo en conception-rédaction. C'était comme malade. Là. Je vous dirais comment, genre, j'aurais jamais pensé ça un jour, ever, mais j'ai eu la chance de faire ça. Puis je voulais aussi prendre un petit moment, j'ai eu quand même beaucoup d'activités, d'engagement, d'implication parascolaire à l'université qui m'ont quand même beaucoup appris ou du moins donné de l'expérience dans certains attraits. Puis je voulais vous le partager parce que je pense quand même que c'est important d'essayer d'aller chercher de l'expérience un peu partout, puis de voir aussi ratisser large, puis voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, j'ai fait des jeux de la communication, j'ai fait différents concours d'agence. Il y en a à Sidley, il y en a à Cossette, il y en avait à Bleu, Blanc, Rouge. Je pense qu'il y en a un orchestré aussi. Petit clin d'œil à un de nos panélistes. J'ai aussi écrit des chroniques pour le journal étudiant de l'université et j'ai animé des émissions de radio. Fait ça, c'était un peu dans ma phase où je voulais faire du journalisme, mais ça m'a comme montré que j'aimais quand même ça, écrire des textes, un peu d'opinion, puis comme, oui, j'aime ça relater des faits, mais je n'haïssais pas ça non plus, écrire des gags, puis perdre un peu mon côté, mon espèce d'objectivité journalistique. Fait que c'est là que j'ai comme senti un peu qu'il y avait un shift qui se faisait dans ma perspective d'avenir. Brièvement, juste que vous situez un peu ce que j'ai eu la chance de faire durant mon passage chez Cossette. J'ai fait beaucoup de vachons. J'ai eu la chance de travailler sur du McDonald's, sur du Intact Assurance, sur le Port du Québec, sur du Super C, sur le ministère du Travail. Donc, peut-être des trucs que vous avez vus, que vous n'avez pas vus, mais c'était juste pour vous donner un petit éventail un peu. On voit que ce qui est le fun, puis moi, c'est ce qui me passionnait beaucoup dans l'idée de travailler en agence, c'était que j'avais comme une espèce de façon de penser que je ne pouvais pas passer comme 1 an sur une même affaire. J'étais comme un petit peu trop all over the place. Fait qu'on dirait que j'aime beaucoup cet aspect-là de mon emploi qui dit « Ah ben là, tu peux faire comme de la banque, là, tu peux faire du food, là, tu peux faire de l'épicerie, là, tu peux faire du linge. » Tu sais, il y a cet aspect-là qu'on est très chanceux d'avoir quand on travaille en agence, qui est de pouvoir travailler pour plus d'un client. Ça rend ça... ça ramène un peu d'action puis ça évite que ce soit trop redondant aussi. Là. Des fois, on va travailler sur 3-4 ans le même client, mais on a quand même des opportunités de faire d'autres choses, toucher à d'autres secteurs, voir ce qui nous passionne. Fait que c'est quand même un bon showcase aussi au niveau des industries qu'on peut survoler en travaillant en création publicitaire ou juste en travaillant en publicité en général. Là, je pense que tous les emplois qu'on survole dans la semaine du monde de la com, justement, c'est tous des jobs qui offrent cet avantage-là pour les gens qui sont peut-être comme moi et qui se disent une marque, c'est travailler encore et encore sur une seule marque, ça peut être comme aliénant un bout du compte. Fait que ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup, beaucoup de mon travail.
Ce que je pensais quand j'imaginais travailler en pub, ce que j'imaginais de la job de concepteur-rédacteur, c'est du monde dans une salle avec genre un tableau. Puis comme on lance des idées. Puis on est comme, OK, on pourrait faire telle affaire, on pourrait telle affaire, on pourrait faire un spot télé qui fait ça, on pourrait faire un stunt qui fait ça. Puis la réalité, c'est que c'est un peu ça. C'est pas tout le temps ça. Ce serait faux de penser qu'on est tout le temps comme une gang dans une salle avec un tableau à lancer des idées, mais quand même beaucoup de ça qui fait partie de la job. Puis l'autre 50%, il est loin, loin, loin d'être plate. C'est une partie que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à découvrir, qui est quasiment, au final, j'aime quasiment mieux que ça encore. C'est beaucoup au niveau de la production. Donc, être être concepteur-rédacteur, c'est vraiment porter plusieurs chapeaux. Parce qu'il y a plein de petites affaires qu'on ne sait pas que ça fait partie de la job, mais que ça en fait partie. Fait que tu ne fais pas qu'avoir des idées. C'est vraiment toi qui a la responsabilité de comment ça va sortir au final. Tu sais, tu les vends au client. Puis le client, des fois, il y a des commentaires. Ah ouais, mais là, on pourrait-tu faire ça? Puis tu es comme, ah oui, OK, on va shifter ça dans le concept, puis ça va marcher. Tu choisis ton réalisateur, mettons ça, c'est quand même une grosse étape qui va définir l'esthétique, ce que tu amènes. Tu vas choisir tes comédiens, tu vas faire un casting, puis au final, c'est le client qui approuve, mais c'est toi qui décides lesquels tu présentes au client. Donc, tu as quand même un contrôle sur qui va rendre, mettons, ton script ou si c'est un spot avec une vedette, c'est qui la vedette? Tu prends des décisions sur l'aspect visuel, tu diriges les comédiens sur le shoot, sur le tournage très souvent, tu choisis la voix annonceur, tu fais un casting de voix, tu vas en studio avec la voix, tu diriges la voix, là, elle est dans le studio, elle est dans le bureau, puis tu as un petit micro, puis tu dis, OK, fais-moi la plus comme ça, plus comme ça. Tu participes au montage, tu t'assois avec le monteur, puis tu t'arranges la pub pour qu'elle transmette vraiment l'histoire que toi, tu as envie de raconter avec cette pub-là. Puis l'histoire que tu sais que le client a besoin de raconter pour atteindre ses objectifs. Puis il y a aussi donc la colorimétrie qui est ajuster l'image. Tu rédiges les post copies donc sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter qui vont accompagner tes pubs. Tu as vraiment un job d'ensemble sur chaque campagne, puis tu as vraiment les mains dedans. Puis ça, c'est un aspect qui est super gratifiant, puis qui fait en sorte que quand le projet est fini, tu as comme vraiment une espèce de sentiment que c'est à toi. Tu sais, tu as participé, c'est ta création, c'est vraiment indescriptible comme feeling. Puis c'est vraiment ça qui, à chaque campagne, me drive un peu. Mais être rédac, c'est pas être tout seul. Puis dans une volonté de vous présenter l'ensemble des métiers de la communication, qui est le but vraiment du monde de la com, je voulais quand même vous parler un peu des partners du rédac dans chaque étape que je vous ai présenté. Il faut savoir que souvent, un rédac va travailler avec un directeur ou une directrice artistique qui, elle, dirige un petit peu plus l'aspect visuel de la chose. Puis c'est vraiment une collaboration de vous deux, mais vous êtes loin d'être tout seul. C'est beaucoup de monde, une campagne, puis c'est beaucoup de monde qui travaille avec toi, puis qui travaillent tous un peu pour faire avancer l'idée que toi et le directeur, la directrice artistique, vous avez mis de l'avant. Fait que, tu sais, le service conseil, la stratégie vont t'aider pour le vendre au client, le packager pour que le client fasse comme « Yes, c'est ça que ça me prend, c'est malade ». Tu as un producteur ou une productrice qui va être avec toi tout le long du chemin, qui, elle, va comme coordonner « OK, le service conseil reçoit ça, le studio de son reçoit ça, le réal il reçoit ça, on veut choisir le réal parfait, elle arrange les discussions et tout ça. » Donc, producteur, productrice qui est un job vraiment, vraiment important aussi. Puis, beaucoup les mains dedans aussi. Là. En temps de production, là, directeur artistique, concepteur, rédacteur, producteur, c'est quand même un gros trio. Tu choisis les comédiens avec ton réalisateur, ta réalisatrice, mais aussi un directeur de casting. Tu prends des décisions sur l'aspect visuel avec ton directeur artistique ou ton DA qu'on dit. Ou ton directeur artistique de plateau, qui est comme plus du point de vue du réalisateur. Tu vas diriger les comédiens avec ton réalisateur, tu choisis la voix annonceur avec ton producteur, ta productrice. J'essaie de garder ça quand même épicène, quand même. Vous aurez remarqué, là, il y a quand même un effort qui est fait. Tu vas travailler avec un ingénieur de son, un monteur. C'est beaucoup de monde qui arrive à faire en sorte qu'une pub
et ce qu'elle est au final quand vous la voyez dans vos écrans ou quand vous la voyez dans un magazine. C'est beaucoup de monde, puis c'est faux de penser que c'est juste vous, mais reste que la joie de travailler en création publicitaire, d'être directeur artistique, d'être concepteur rédacteur, c'est de suivre ça de A à Z. Tu reçois le brief, puis tu le livres. Vous êtes les deux seuls qui êtes là tout le long, tout le long, tout le long. Fait que c'est pour ça que tu as ce sentiment-là que c'est quasiment comme ton bébé là, à la fin. Tu es comme, oh, il est sorti, il est malade, il est beau, il est comme je l'imaginais, si tu es chanceux. Aucune concession n'a été faite, si tu es très chanceux. C'est malade. J'ai quand même voulu vous donner un petit exemple, une petite étude de cas pour vous montrer un petit peu plus en application ce que ça implique. Mais tu sais, donner l'exemple de la campagne de Vachon de l'an dernier sur laquelle j'ai travaillé, qui était c'est lequel le meilleur gâteau Vachon. Donc, on a reçu un brief quand même tôt. Là, la campagne est sortie en octobre, puis on a été briefé en juin. Là, pour vous donner une idée, là, c'est beaucoup de temps à élaborer ça quand même. Puis le brief, c'était, en gros, il faut vendre du gâteau. Il faut en vendre. Les gens les connaissent, mais les gens ne l'achètent plus. Fait qu'est-ce qu'on fait? Puis, on avait un stratège donc, qui nous a dit, ben en ce moment, on a une marque unique parce que tous les Québécois connaissent tous les produits Vachon. Ils ont tous goûté, ils aiment tous, mais ils n'en achètent plus. Fait qu'il faut comme juste leur rappeler. Il faut juste comme donner un déclic qu'ils aiment ça. Ils aiment ça des Joe Louis, ils aiment ça des Passion Flaky. Il faut juste donner ce déclic-là. C'est comme ça qu'on en est venu avec l'idée du débat de c'est lequel le meilleur Vachon, parce qu'on s'est rendu compte que quand on en parlait, tout le monde était comme vraiment, vraiment comme agressif quand on était temps de parler de c'était lequel le meilleur Vachon. Là. Comme moi, mon préféré, c'est Joe Louis. Puis là, j'ai ma partner qui était comme, t'es-tu malade? C'est le millefeuille. T'es débile. Puis de par son agressivité, on a réussi à extrapoler quand même une campagne qui était super cool. Puis tu sais, vous donner l'exemple de c'est quoi ce qui ça implique la création publicitaire, que ce soit le script télé rendu, que ce soit le texte dans le site Internet, que ce soit les affiches out of home. On a été là tout le long, puis c'est tous des mots que comme j'ai écrit avec des fois ma partner, elle donnait son feedback sur les lignes aussi, ma partner qui était DA. Des fois, moi, je donnais du feedback sur le visuel aussi. Donc, ça a vraiment été un travail de collaboration. On a été une gang à travailler là-dessus. Puis, ça a rendu une campagne dont on est super fiers. Donc, voilà. C'est le genre d'exemple de campagne. C'est pas vrai que c'est toutes des campagnes, mettons, de méga envergure avec spot télé, tout ça. Ça peut aller à une campagne de bannière mobile, ça peut aller à une campagne de bannière web, ça peut aller à n'importe quoi, mais souvent, c'est beaucoup de gens qui travaillent ensemble. Puis, la création publicitaire, c'est-à-dire le DA et le rédacteur, c'est vraiment l'équipe qui vont le prendre puis l'amener au bout de la ligne d'arrivée, mais ils vont avoir une couple de personnes pour leur donner de l'eau en chemin, mettons. Allégorie douteuse, mais quand même adéquate. Non, je ne vais pas partir de ça pendant tout. Excusez. Là, je parle de concepteur-rédacteur, mais vu que la conférence, c'est création publicitaire at large, je veux quand même vous parler un petit peu de la tendre moitié du rédacteur, qui est directeur, directrice artistique, qui est vraiment la conceptrice artiste derrière la conception-rédaction. C'est-à-dire que les noms de jobs sont un peu mal faits, là, dans le sens que la conception va venir des deux. La rédaction va venir plus du rédacteur, mais c'est pas vrai que la direction artistique, la directeur artistique va juste faire, ne fera pas de la conception. T'sais. Puis de toute façon, je pense que la création, de toute façon, dans une agence, l'idée peut venir de plein de monde. Là. Des fois, c'est le service conseil qui va avoir des flashs, des fois, c'est la stratégie qui va avoir des flashs. Puis je pense que cette écoute-là est comme primordiale en création. Là. Tu penses que tu ne peux pas être un créatif fermé dans la vie. Parce que tu as besoin de recevoir toute l'info que tu reçois pour faire des liens entre les choses puis créer des campagnes, créer des messages à partir de ça. Mais directeurs artistiques, directrices artistiques, sont autant dans la conception, sont autant dans les textes. C'est juste que souvent, ça va être eux qui sont un peu plus les ninjas du logiciel Photoshop, Illustrator, InDesign. Mais tu sais, il ne faut pas penser non plus que, comme leur nom l'indique, ils font juste le visuel parce que c'est vraiment, tu deviens une team vraiment avec ton directeur artistique, ta directrice artistique. C'est ensemble que vous bâtissez quoi. Tu es aussi imputable du visuel qu'elle est imputable des textes, mettons. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça,
Juste plusieurs. La créativité, tout le monde en a. Je pense que tout le monde est créatif à un certain niveau. Il y a différents types de créativité. Donc, des fois, c'est juste qu'elle s'exprime différemment. Puis, c'est pas vrai qu'il y a un seul type de créatif publicitaire. Il y en a qui sont dans l'humour. Il y en a qui sont dans comme juste des idées un peu fucked up qui sont vraiment nice, mais qui sont pas forcément drôles, qui sont juste créatives. Il y en a qui sont dans l'émotion. Il y en a qui c'est juste des rédacteurs purs. Là. Ils vont t'écrire genre des manifestes, ils vont t'écrire des textes qui vont te faire pleurer. Sauf que c'est peut-être pas les meilleurs pour faire un 15 secondes, que ça prend un gag pour une pub de McDo. Sauf que la réalité, c'est qu'on a besoin de tout ce monde-là. Puis, dépendamment du type d'agence où tu vas aussi, différentes agences vont avoir différents besoins. Cela dit, tout le monde est créatif selon moi, puis tout le monde peut faire valoir sa créativité. Je pense que ce qui est important, c'est de faire voir votre façon de penser. Tu sais, moi, je suis arrivé, mais je me souviens, j'avais fait un concours publicitaire, puis j'étais arrivé avec, ils donnaient genre des briefs par courriel, puis il fallait que tu arrives avec des idées, puis j'étais arrivé avec une espèce de document Word avec des maquettes faites sur Paint, qui était vraiment pas belle, mais je voulais juste que comme l'idée soit comme compréhensible. Puis il y a du monde qui était arrivé avec les espèces de cartables à affiches là, qui sont comme vraiment plus longs, puis tout ça, genre sur du beau papier glacé. Puis j'étais comme, oh my God, je vais me faire ramasser. Genre, je n'ai aucune chance comparée à eux autres. Puis la réalité, c'est que, bon, je n'ai pas eu de concours publicitaire, you win some, you lose some, mais j'ai pas été regardé différemment parce que j'avais pas les espèces de planches sur des 24-36 puis que j'étais pas imprimé sur du beau papier. Je pense que ce qu'ils voulaient voir, ce qu'ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient voir, c'était avant tout, c'était quoi mon style, c'était quoi que je pouvais amener, qu'est-ce que je faisais d'un brief, où j'allais, qu'est-ce que j'explorais. Puis je pense que si vous voulez justement vous bâtir, admettons un portfolio ou faire un portfolio de texte, il faut que vous mettiez de l'avant c'est quoi votre couleur, puis comment vous réfléchissez, comment vous abordez les idées. C'est quoi le genre d'idées que vous allez amener sur la table. Puis je pense que juste ça va être déjà une grosse plus-value parce qu'après, on va vous les donner, les outils pour y arriver. Mais avez-vous l'idée? C'est ça la je pense. L'autre point à retenir, c'est que c'est pas vrai qu'il y a un seul bon parcours. J'ai la chance de travailler avec plein de concepteurs-rédacteurs super talentueux. Il y en a qui sont plus vieux que d'autres. Il y en a qui sont rentrés en pub à 32 ans. Puis parce qu'avant ça, ils étaient ingénieurs de chantier. C'est pas des jobs qui travaillaient genre en construction, puis un jour, ils ont décidé de quitter. Faire tant pis, je fais plus ça, moi j'ai le goût de faire de la pub. Puis maintenant, ils font de la pub. Je pense que ce qui est important, c'est la volonté de vouloir créer, puis après, la détermination de suivre des agences, d'appliquer, d'envoyer des courriels. Mais tu sais, si on pouvait ressortir, si vous me disiez je veux être médecin, il y en a un parcours quand même. Tu sais, vous direz, ben là, il faut aller étudier en sciences de la nature, il faut aller à l'université en médecine, il faut faire son internat, externat, En pub, c'est pas parce que vous avez décidé d'aller à Concordia dans un programme d'admin que vous n'avez pas de chance de rentrer en conception-rédaction parce que lui, il est rentré, mais il a fait Sherbrooke en communication. Il y a plein de monde qui n'ont pas étudié en communication ou en admin qui sont aujourd'hui concepteurs-rédacteurs, mais c'est du monde qui savent écrire, c'est du monde qui sont curieux, puis c'est du monde qui ont juste décidé un jour que ce qu'ils voulaient faire, c'était de la pub, puis qu'ils allaient prendre des moyens pour y arriver. Donc, restez informés, que ce soit Grenier aux Nouvelles, que ce soit InfoPresse, que ce soit juste les campagnes que vous voyez. Restez curieux de l'actualité, de ce qui se passe, que ce soit dans le monde de la pub, mais dans le monde en général, on reçoit comme beaucoup d'informations. Puis des fois, c'est beaucoup sur les mêmes sujets aussi. Donc, c'est le fun de ratisser large dans ce qu'on recherche, puis de se développer des connaissances sur différents terrains de jeu aussi. Puis, je suggère aussi de vous abonner à des pages d'agence, voir les campagnes qui sortent, voir les concours, voir les offres d'emploi, voir même, ne serait-ce que la personnalité de l'agence. Il y en a des agences qui montrent un peu c'est quoi la vie chez eux, parce qu'il y a différents types d'agences. Il y a des grosses agences, mais il y en a des plus petites aussi. Puis, je pense qu'on va en parler avec les panélistes, mais je n'aurais pas les moyens de dire qu'il y en a un mieux que l'autre. Je pense que c'est une question de personnalité. Je pense que c'est une question de goût, puis c'est pour ça que je vous invite à faire vos recherches aussi, puis à vous dire « Wow, cette agence-là, c'est vraiment une agence que ce qu'ils font, ça me parle. J'aime leur campagne, j'aime ce que je vois quand ils mettent
des meetings en équipe. Tu sais, j'aime les activités qu'ils créent pour eux autres. Je pense que ça va beaucoup vous enligner sur où vous voyez travailler parce que tout comme il n'y a pas un bon parcours, il n'y a pas comme une bonne agence. Il y a beaucoup de différences. Fait que faites vos recherches, puis je veux dire, amusez-vous, j'ai le goût de vous dire, pour vrai. C'est un super beau milieu où évoluer. C'est super stimulant. Puis si vous avez la volonté d'y aller, je suis sûr que vous allez trouver le moyen. Fait que c'est pas mal ça. Pour moi, je me demandais s'il y avait des questions. Peut-être que Mireille... Ben oui, on en a eu quelques-unes. Parfait. En fait, notamment, mais tu en as parlé brièvement, mais plus concrètement, il y a quelqu'un qui expliquait qu'il étudiait au bac en administration des affaires. Mm-hmm. Puis, en fait, elle se demandait, ce qu'on comprend de par tes dires, c'est que c'est pas impossible de se diriger vers la création publicitaire, mais est-ce que tu aurais des conseils de parcours ou d'implication pour compléter le cheminement que la personne prend présentement? Tu sais, je pense que n'importe quoi qui est parascolaire va t'amener un edge en plus. Tu sais, je pense que toutes les implications que tu fais vont t'apprendre, surtout à l'université, tu sais, où tout ce que tu fais quasiment est nouveau pour toi, ou du moins est à une nouvelle échelle, où tu parles à plus de gens, où ce que tu fais peut être vu par d'autres gens. Je pense que tu peux apprendre, fait fais-en n'importe quoi que tu fais, je pense, peut t'aider à développer une créativité. Maintenant, tu sais, d'un point de vue plus conception-rédaction, c'est sûr que si, mettons, tu te présentes en entrevue pour être concepteur-rédacteur, il risque de te demander, as-tu des trucs que tu as écrits? C'est pas obligé d'être des trucs qui ont été publiés, là. Ça peut être genre juste des billets de blog ou des trucs qui ont été écrits pour toi, un épisode de série télé, un court-métrage, une chronique, ça peut être juste ça, mais je pense que pour se faire la main avec l'écriture puis devenir bon, il faut écrire beaucoup. Puis tout ce qui est publication, tout ce qui t'offre la chance d'être lu, d'avoir une rétroaction sur ce que tu fais, c'est quelque chose qui est super formateur puis quelque chose que tu peux garder avec toi aussi longtemps quand tu vas faire le saut en agence. Puis ça arrive aussi beaucoup, je tiens à dire que des gens, mettons, vont rentrer en agence puis vont se dire « Hey, le poste que j'ai, je tripe semi, mais le poste que lui a, il a l'air vraiment cool. » Puis c'est pas rare des sauts dans la même agence. J'ai une amie qui était service conseil justement dans une agence puis qui vient de faire le saut en création parce qu'au bout d'1 an, elle s'est rendu compte que hey, la création, me semble, ça me correspond plus. Puis elle en a parlé à ses boss. Puis ses boss, ils ont fait « Ben écoute, why not? » Tu sais, je pense qu'ils l'aimaient beaucoup comme employé. Puis ils ont fait « Écoute, on va l'essayer. » Tu sais, ayons du fun avec ça. Fait que je pense qu'avec un bac en admin, t'es quand même bien parti. Dépendamment si tu veux être concepteur, rédacteur ou directeur artistique, écris ou sinon fais des maquettes de trucs, monte un peu ta personnalité à travers ce que tu fais. Il y avait une question un petit peu plus technique aussi par rapport à une de tes slides qui mentionnait l'abréviation GC, Post-Copy. Juste expliquer qu'est-ce que c'est. Excusez, je n'ai pas survolé vite. Hein, c'est gestionnaire de communauté. Parce qu'il y a quand même un nouveau terrain de jeu créatif qui se développe, qui est le contenu. Puis ça, c'est quelque chose qui est super, super passionnant. Puis des fois, on y pense comme moins. Là. Ça n'a comme pas la noblesse de la publicité télé, mais le contenu, c'est comme une nouvelle façon de faire de la pub qui est comme vraiment, vraiment le fun puis qui est de plus en plus en demande. De par son absence un peu de forme, de fait que ça peut être n'importe quoi qui est pertinent puis qui est le fun pour la personne qui le regarde. Fait que je voulais aussi mettre ça de l'avant parce que des fois, on n'y pense pas au contenu, mais c'est une expertise qui se développe et qui est vraiment cool aussi. Puis qui est une expertise en soi. Comme pas juste... Il y a les concepteurs-rédacteurs, mais je ne suis pas prêt à dire que je suis concepteur de contenu. C'est comme deux affaires. Fait que je vais mettre ça de l'avant aussi. Puis là, il y a beaucoup de questions, mais je vais te laisser passer plus rapidement au panel parce que ça se peut que certaines questions soient répondues. Mais une que j'ai trouvée intéressante, c'était aussi s'il y avait des blogs ou certains ouvrages, c'est comme une lecture qu'il faut absolument faire pour
pour ça? Ben, tu sais, c'est sûr qu'au Québec, tu as le Grenier aux nouvelles qui a beaucoup de. Ne serait-ce que pour se tenir au courant des nouvelles campagnes. Pour ce qui est de comme. Je ne sais pas si tu sais, je vais ratisser large, là. Pour devenir meilleur, je pense que c'est juste regarder des pubs, aller sur YouTube, puis il y a des compilations là, de pubs. Vous tapez Cannes Lion, là, le lion de Cannes, puis vous pouvez voir des pubs qui ont gagné des prix, puis tout ça. Moi, souvent, ça me motive, ça m'inspire. Fait que ça, je pense qu'en regarder, c'est comme le premier exercice. Il y en a plein des livres sur la pub. Il y en a comme souvent des livres de know-how, ils vont comme t'apprendre à faire de la copie. Mais tu sais, des livres qui motivent ta créativité, il y en a certains, je ne pourrais pas les nommer. Il y a le livre de David Ogilvy, qui est comme le Mad Men, l'espèce de figure de proue légendaire de la publicité aux États-Unis, là, qui est juste, ne serait-ce qu'une belle anthologie pour voir c'était quoi la pub avant, puis il y a quand même des idées là-dedans qu'on dirait qui survivent bien quand même aujourd'hui, là. Puis je pense que c'est important de voir la pub, puis c'était quoi avant aussi, là. Ça donne souvent beaucoup d'inspiration. Sinon, Adweek, il y a beaucoup de blogs, Créapills, j'ai un pote dans la com qui publie beaucoup de choses aussi. Il y a Ads of the World, qui est un site de référence super cool où vous pouvez voir genre des pubs de partout à travers le monde pour plein de marques différentes. C'est les créatifs eux-mêmes ou les agences qui vont publier leur travail là. Fait que des fois, tu vois des pubs de Thaïlande, genre un peu fucké, puis c'est vraiment cool de voir ce qui se fait aussi l'autre bord au bord de la planète. Fait que je dirais Ads of the World, Adweek, Grenier aux nouvelles, Créapills, toutes des bonnes références. Génial. Sans plus tarder, je te laisse avec le panel. Cool. Ben là, écoutez, je suis super excité. Comme je vous ai dit, on a quand même un panel assez de feu. Ce que je vous propose, c'est de les survoler un par un puis de leur donner la parole pour qu'ils vous parlent peut-être brièvement de leur agence pour qu'on apprenne à les connaître, mais apprenne à connaître surtout l'univers dans lequel ils évoluent. Fait qu'on peut commencer par Xavier Blais. Il est-tu encore dans son char? Xavier, malheureusement, il a dû se déconnecter dans ce tournage. Donc. Bon, ben écoute, c'est pas grave. On peut passer tout de suite à Mounir, de Créagence. Mounir, allô? Allô? Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi et de Créagence aussi? Oui, dans le fond, moi, c'est Mounir. Allô tout le monde. Par mon accent qui trahit un peu, je suis français. Même si je le dis en riant souvent que ça paraît pas. Fait que dans le fond, j'ai travaillé une dizaine d'agences en France, une dizaine d'années, en France. J'ai fait, au début, quand j'ai commencé, j'ai voulu vraiment essayer plein d'affaires. Mais comme le dit Marc-André, tu ne sais pas trop où tu te situes, tu commences. J'ai commencé dans une toute petite structure d'édition. Par la suite, j'ai fait le saut en pub. Puis là, on avait 3 comptes. Puis là, je m'ennuyais. Je trouvais 3 comptes pendant une année. Je trouvais ça un peu redondant. Après le saut en pub, je suis passé dans une agence plus marketing, promotionnel. Puis là, on faisait un peu de tout. Je trouvais ça le fun. Tu pouvais passer d'une marque à une autre. Tu pouvais fabriquer plein d'affaires. J'aimais ça. J'ai fait quelques années comme ça. J'ai changé encore d'agence. Puis au bout de 5 agences en 6 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Je trouvais que je bougeais pas mal. Fait que j'ai fait 5 ans à la pige. Puis, drôle de chose, quand j'étais salarié, j'ai uniquement travaillé pour des petites agences de 10, 20, 30, 40 personnes. Puis quand je me suis mis à mon compte, j'ai travaillé pour les plus gros groupes internationaux en France puis à Londres. Ça a donné comme ça. J'ai travaillé pour des gros groupes, WPP, Publicis et compagnie. Puis ça a donné comme ça. Puis j'ai fait mon bout de chemin. Puis à un moment donné, on est venu ici au Québec. Puis j'ai travaillé pour une première agence qui s'appelle Bob. Puis par la suite, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis chez Créagence. Puis dans le fond, chez Créagence, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu, pour moi en tout cas, pour ma part, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est que je peux autant balayer des choses qui touchent un peu plus à de la pub,
comme je peux balayer des choses qui soient un peu plus marketing, promotionnel, etc. Fait qu'on on fait vraiment plein d'affaires différentes, puis on a plein de comptes différents. Fait que c'est pas mal ça. Ce que je trouve drôle, c'est, en tout cas dans mon expérience actuelle, c'est de travailler pour des marques françaises en étant au Québec. Ça, c'est le truc que je trouve assez drôle de travailler comme pour Michelin, les pneus ou Fromagerie Belle. C'est des clients qu'on a. Mais à côté de ça, on travaille pour Desjardins. On est la deuxième agence. Puis, drôle de chose, ça fait 25 ans que ce compte-là est à l'agence. Puis, il y a eu des changements d'agence principale. Puis, nous, on ne bouge pas. Fait que c'est aussi ça que je trouve le fun dans l'agence où je suis. C'est qu'on n'est peut-être pas l'agence principale, mais on est la bonne agence secondaire. Puis, on garde nos clients longtemps. Fait qu'il y a une bonne symbiose, une bonne sympathie. Puis, on a du plaisir. Génial, génial. Je passe la parole à Sacha. Sacha, allô? Salut. Parcours, alors Sacha, fier natif de la Rive-Sud de Québec, ceux qui sont de Lévis dans la place. Je suis le classique sciences humaines, pas de maths, qui a plutôt passé son cégep dans une équipe sportive, suivi de le fameux voyage d'Australie en 4 mois où je suis allé me retrouver à l'étranger. Après ça, je n'étais pas prêt à retourner à l'université de manière sérieuse. Alors, je suis entré en musique 1 an. Je me disais que ça allait être une rampe pour revenir aux études. Puis finalement, j'ai choisi un programme au hasard parce que j'avais oublié de m'inscrire. Puis je ne voulais pas déménager. Puis un programme où il restait de la place, c'était communication à l'Université Laval. Vraiment, c'était ma passion dès le jour 1. Puis quand Marc-André disait qu'il n'y a pas vraiment de parcours, il y a un prof qui m'a remarqué juste parce que j'avais voyagé, je n'avais pas la même tête que les autres, puis j'avais l'air de m'ennuyer d'un cours. Là, fait que vraiment, on a n'importe quel genre de CV. Et ça a commencé comme ça. Caractère, j'aime lire, on a reconnu que j'étais un peu curieux, fait que ça a commencé comme ça. J'ai travaillé pour une petite agence dans mon université. Ça existe à Laval, ça existe à l'UQAM aussi. Je pense que ça commence à se faire dans les campus. Fait que j'ai fait des mandats pendant les études, participé au jeu de la communication aussi, fait les fameux concours d'agence comme Marc-André a fait aussi, comme il y en a tant. Puis, je me suis ramassé chez Orchestra. Je pensais jamais quitter Québec de ma vie. Puis finalement, je me suis fermé les yeux puis je suis rendu à Ottawa, Gatineau. Orchestra est une petite agence qui est donc du côté de Ottawa-Gatineau et à Montréal. Au début, on n'était pas une agence. Au début, en 2008, et c'est pas une joke, on est venu au monde parce qu'on organisait des parties dans des piscines creusées vides. On faisait jumper du monde en motocross dans des piscines. C'est vraiment comme ça que c'est né. Fait que c'est vraiment né de l'événementiel à la base versus des agences plus traditionnelles. On organisait des parties, là. Les fondateurs, c'est ce qu'ils faisaient. Puis tranquillement, faisant des événements vestibiaires que vous connaissez peut-être, c'est une marque que Orchestra a inventée et exploite encore aujourd'hui. Mais avec les événements, on a commencé à se dire, tant qu'à ça, on fait de la pub pour nos événements, fait qu'on va en faire. On fait des vidéos pour nos événements, fait qu'on va en faire. On design nos affiches, fait qu'on va en faire. Fait qu'on a comme greffé un peu logiquement tous les services des petites agences autour de Orchestra, mais la raison principale, c'est quand tu es le gars qui organise le party, il n'y a rien de pire que les gens qui s'ennuient. Et on déteste les gens qui s'ennuient. Fait que on fait du marketing, on fait de la com, on fait ce que, appelez-le comme ça vous tente. On n'aime juste pas ça, les gens qui s'ennuient. Fait qu'autant à l'interne qu'à l'externe, on s'arrange pour que les gens aient du fun le plus longtemps possible. Puis on le fait à travers le marketing, à travers la pub, à travers l'événementiel et la vidéo. Génial. Merci beaucoup, Sacha. La dernière, mais loin d'être la moindre, San, ça va de Publicis, allô? Allô! Je vais essayer d'être succinct. Mais mon parcours, c'est un peu... on a commencé sur les mêmes bases, Marc-André et moi. On avait le rêve de devenir vétérinaire. Donc, puis, je me suis lancée là-dedans avant de vraiment constater que j'étais vraiment très allergique aux poils de chevaux d'ailleurs. Et... donc, j'ai changé de carrière. Je faisais mon bac en maths. Puis, j'ai changé en me disant, tu sais, c'est pas possible.
j'ai fini mon bac en maths. Après, j'ai pris une année sabbatique où j'ai fait beaucoup trop de snowboard dans la vie, puis que j'étais proche de la cirrhose. Puis j'ai dit non, il faut vraiment que je trouve autre chose à faire. Donc, j'ai décidé j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'artistique. Puis pour moi, les mathématiques et l'art, la croisée des chemins, c'est vraiment la publicité. C'est pour ça que j'ai fait mes études en publicité à Bruxelles. Donc, je suis une immigrante italienne qui a fait son bac en Suisse, puis j'ai fait mes études à Bruxelles. Puis ça fait une quinzaine d'années que je suis là. Après avoir travaillé dans les grandes agences à Bruxelles, quand je suis arrivée ici, je connaissais personne. Je connaissais pas du tout les agences. Je savais même pas ce que c'était Jean Coutu. Je comprenais rien. C'était vraiment terrible. Et donc, c'est sûr que c'était un petit peu difficile au début, mais moi, j'étais venue avec un portfolio papier. À l'époque, là, j'avais même pas de site internet. J'avais comme mon portfolio papier. Puis j'avais été toquée à la porte des agences pour rencontrer les directeurs de création qui me demandaient si je voulais faire de la pige. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait de la pige pendant une dizaine d'années parce que ça allait vraiment très, très bien. Puis après, j'ai posé mes valises chez DDB pour travailler sur le compte de Volkswagen pendant 3 ans avant de me joindre à l'équipe de Publicis depuis une année. Puis, l'avantage d'avoir été à mon compte pendant 10 ans, ben, c'est sûr que j'ai pu apprendre des grandes et des petites structures. Puis, effectivement, il y a du bon dans les deux. Comme disait Marc-André, c'est sûr que ça dépend ce que tu recherches. Publicis, c'est un des plus grands groupes mondiaux. En fait, c'est dans le top 3. Puis, il y a 330 agences dans 110 pays différents. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse structure. Mais à Montréal, ça reste quand même une agence familiale d'un peu moins d'une centaine de personnes. Puis, et on a vraiment la chance d'avoir et des clients internationaux comme Nutella, comme Heineken, mais on a aussi la chance d'avoir des clients très locaux comme Metro, Brouet Martineau, la STM. On a vraiment un beau panel de clients. Donc, on s'amuse beaucoup. Voilà. C'est cool. Merci beaucoup. Donc, écoute, la première question, c'était c'est quoi votre parcours? Mais c'est déjà fait. Fait que ça va vite. Je voulais commencer quand même par vous demander c'est quoi qui vous allume dans le fait de faire de la création publicitaire? Qu'est-ce que vous trouvez qui est l'affaire la plus fun? C'est conversation ouverte. Ouais, c'est ça. C'est le temps qu'on peut peut-être se déminuter. En tout cas, moi, parce que sinon, je vais. Oui, allez-y. Je peux commencer. C'est drôle parce qu'il y a plein de détails sur le travail, puis dépendamment le poste des gens, il y aura des réponses différentes, qu'ils soient designer ou rédac. Je sors un peu du cadre du travail. Je l'ai remarqué au fil des années. Ça fait quand même des excellentes histoires à raconter, mettons. Puis plus j'ai des soupers avec des amis au fil des années, à l'université, on en avait toutes 100 000 des histoires. Là. Puis là, les soupers continuent, puis on vieillit, puis je suis comme... je suis le seul qui continue à avoir des histoires intéressantes. Puis je réalise que ça crée un quotidien qui est changeant, un quotidien qui est intéressant. Tu recommences tout le temps à zéro sur un nouveau mandat, un nouveau problème. Et c'est à travers toutes ces histoires-là, ces trucs compliqués-là, ces nuits blanches qu'on passe, que je réalise quelque chose, ça fait cheesy, là, mais ça garde vivant. Parce qu'on recommence constamment à zéro. Et ça fait, ça fait pas mal de bonnes histoires à compter, et ça pendant longtemps. Sam, je ne sais pas, toi, de ton côté, ce qui t'allume? Moi, c'est vraiment les gens avec qui je travaille, parce que justement, comme tu disais dans ton introduction, très justement, tu es amené dans un métier, que ce soit direction la direction artistique ou la conception et la rédaction, tu es amené à rencontrer tellement de monde. Puis justement, les gens changent, puis c'est toute cette espèce d'apport, de personnalité. Puis en création, on s'entend qu'il y a plein de personnalités différentes, puis aussi... Et c'est vraiment le fun. Je pense que c'est l'aspect la plus cool de notre job, c'est rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit du côté client ou du côté agence. Je rejoins pas mal San là-dessus. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun à chaque nouveau projet, c'est de nouvelles personnes et une nouvelle personnalité que tu rencontres. Moi, il y a un truc aussi que je trouve que j'aime bien, c'est peut-être le côté qu'on a en amont souvent sur comme une problématique ou parce que souvent, le brief d'un client, c'est un problème à résoudre. On est là pour trouver des solutions. Puis, j'aime beaucoup avoir une problématique. Tu sais, d'avoir un problème à régler, ça a l'air con comme ça, mais j'aime quand il y a des problèmes. Parce que ce que je trouve le fun, c'est quand il y a des problèmes, c'est là où tu dis, OK, comment je vais m'y prendre? Puis, on est tous un peu là-dedans. Peu importe qu'on fasse de la rédac, de la création, qu'on fasse du Photoshop ou juste des concepts, on est tous à trouver une façon
d'amener, d'apporter une solution là-dedans. Puis moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans notre métier, c'est qu'on peut tous trouver des solutions à une problématique, puis il n'y a pas qu'une seule solution. Avec le même brief, je suis sûr et certain qu'on aurait tous des solutions différentes qui arriveraient au même résultat. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Tu sais, c'est vrai que on regarde, mettons, en maths où tu sais que tu as des outils pour t'aider, des formules, des équations pour venir t'aider, mais en pub, la réponse, la solution à ton problème peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être quelque chose que tu crées. Là. Il y a beaucoup de campagnes qu'on voit. Mettons, Xavier peut-être pas, il n'est pas là pour en parler, mais une des campagnes que son agence avait fait qui était le drapeau là, qui arrêtait la série de drapeaux qui arrêtait la balle de pistolet. Tu sais. C'est le genre de solution que tu es comme, oh boy, OK, j'aurais jamais pensé à ça. Comme, voyons donc, c'est une solution qui a un problème. Tu sais, c'est comme, ça peut être tellement large. Fait que je vous rejoins beaucoup là-dessus. Toutes des très bonnes réponses. Question 3, qu'est-ce que ça prend pour rentrer en création? Vous pouvez parler de votre point de vue de personnes qui embauchent, mais aussi de votre point de vue, ce que vous recherchez dans les gens avec qui vous travaillez. Tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'en partant, ça prend de la détermination et de la volonté. Je rejoins encore ça là-dedans. Moi, quand j'ai commencé en pub, je me souviens, j'allais à Bastille parce qu'à Paris, c'était pas mal là où il y avait beaucoup d'agences ou à Boulogne-Billancourt. Puis j'étais avec mon portfolio papier. Puis je passais les agences du porte-à-porte. Puis j'y allais volontairement vers 18-20 heures parce que je savais que c'était à ce moment-là qu'ils faisaient des charrettes, qu'ils étaient tous en train de travailler le soir. Puis que je pouvais peut-être à un moment donné rencontrer le directeur de création directement sans que je sois bloqué par la personne à l'accueil. Fait que je faisais du porte-à-porte comme ça le soir. Puis c'est assez fou, là. Faut quand même être motivé de se dire je vais y aller en dehors des heures de bureau. C'est conventionnel pour essayer de rencontrer la personne qui va peut-être pouvoir m'embaucher ou me prendre en stage. Fait que je pense qu'il y a quand même il y a de la détermination puis de la volonté en partant. Ouais. Puis, je dirais aussi qu'il y a de la résilience. Parce que, veux pas, oui, ça prend ça prend totalement de la volonté, puis de la détermination, puis de la passion, vraiment, mais de la résilience parce que faut pas se leurrer, toutes tes idées ne seront pas acceptées, puis il faut pas se décourager. Puis ça, c'est vraiment pour moi, je regarde, oui, puis moi, mon truc, c'est que je regarde plus l'attitude que le talent parce que l'attitude ne peut pas s'apprendre, le talent se forme. Donc, c'est vraiment important, pour moi, pour les gens que je veux intégrer dans notre famille, ben c'est ça, c'est plus l'attitude et le talent. Puis la capacité de la résilience, à moi, elle est vraiment importante parce que veut pas les obstacles qu'on a sur la route, il faut être résilient parce qu'en tant que créatif, là, je vais être transparente avec vous, vous allez être frustré plus d'une fois, là, parce qu'il y a plus d'une fois, on est tellement persuadé de son idée, mais en fait, elle ne fonctionne pas pour diverses raisons. Le média change, le client n'est pas d'accord, il y a une productrice qui dit qu'il n'y a pas assez d'argent, ou peu importe. Il y a plein d'obstacles. Puis la résilience te permet justement de dire, OK, tu accuses le coup, puis tu repars et tu retrouves des autres solutions, puis tu fais différemment. Puis généralement, à la fin, tu t'en rends compte que cet obstacle-là, au final, est devenu une opportunité, puis là, tu es vraiment content. Mais quand tu as le nez dedans, effectivement, tu ne le vois peut-être pas, mais la résilience, voilà. Oui, puis on a tous parlé de portfolio, de arriver avec du matériel. La question aussi là-dedans, c'est un peu, fait que ce matériel-là, il est où, je le trouve comment, je le fais comment. Je suis vraiment d'accord avec le point de Sam, puis je vais le dire, pour avoir la chance des fois de parler avec des bien meilleurs que moi, il y a encore la même vérité. 9 trucs sur 10 qu'on fait sont pas bons. La différence, c'est qu'on les fait. Puis à un moment donné, devant les 10, on est capable de reconnaître le bon, puis ça fait la différence. Fait à cette étape-là, je pense qu'étrangement, parce qu'on se dit souvent la qualité avant la quantité, on cherche cette qualité-là, puis on cherche cette perfection-là. Là. Pour le moment, je vais vous dire l'inverse. Faites-en, puis je vais continuer à dire que 10 idées poches qu'on peut juger, qu'on peut travailler, valent bien mieux qu'une idée parfaite que tu ne présenteras jamais à personne parce que tu n'es pas certain qu'elle est bonne. Tant qu'elle n'est pas sur papier, tant qu'elle n'est pas sur Photoshop, tant qu'elle ne vaut malheureusement pas grand-chose à part pour toi. Tu sais. Fait à ce point-là, il est où le book, il est où le portfolio, ils sont où les maquettes? Fais-en. Puis honnêtement, les 30 premières vont être plates. C'est encore mon cas, puis ça va être mon cas toute ma vie, mais c'est d'avoir la patience de s'asseoir jusqu'à la 35e, faire comme « Ah, ça, c'est un truc qui est différent. » Mais si on attend pour la parfaite, ben, on ne fera rien. Puis je pense qu'en début de carrière comme ça, puis quand on monte son profil,
il y a une genre de paralysie de la perfection. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est bon. Ça, c'est un spin infini parce qu'on se le pose une carrière de temps au complet. T'sais. Fait que pour rentrer, il faut, je veux dire, vomis, sors-en, fais-en, peu importe lequel. Il y en a 90 qui ne seront pas bonnes. C'est pas grave. On va trouver celle qui est bonne et elle va faire la différence. Oui, puis montre-les à des gens, dans le sens exact. que tes 35 idées que tu vomis, montre-les à des gens parce que ça va t'apprendre à réagir au feedback. Parce que, tu sais, justement, tu as des feedbacks vraiment différents. Puis c'est la même chose en agence. Chaque directeur de création aussi, sa façon de juger les choses. Chaque personne aussi, chaque client a son vécu. Puis il y a des layers différents de compréhension. Donc, prends tes 35, vomis-les. Moi, je suis d'accord avec Sacha, là, fais-en le plus possible, mais après, monte-les, puis apprends à gérer la critique. Ça, c'est essentiel. Quand tu dis apprendre à gérer la critique, moi, ça me fait penser, justement, il y a un détachement à avoir, un détachement personnel à avoir là-dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la passion. Tu sais, il y a une passion du travail, mais il y a quand même un détachement avec ce que tu fais, parce que d'une certaine manière, moi, j'aime souvent dire... la finalité, souvent, ça ne t'appartient pas. Tu sais, tu vas avoir une idée, tu vas le faire, puis ça appartient à tout ce qui va se passer autour de cette idée-là. C'est intéressant, puis je pense que tous les créatifs, peu importe le niveau, ont encore des très mauvaises idées à l'occasion. Sortent un peu n'importe quoi dans un deck, puis tout le monde fait comme le saut de comme « Oh, OK, wow, OK, c'est ça que tu nous offres. » Mais je pense que tout le monde a aussi des histoires de s'être fait dire non à un moment ou à un autre, que ce soit pour un job ou dans un concours que quelqu'un dise hey, moi, je me suis déjà fait dire très ouvertement c'est vraiment pas drôle ton spot. Puis j'étais comme oh, OK, cool, nice. Puis je pense qu'il faut juste travailler. Puis tu as un bon point pour le détachement. Même chose quand j'étais rentré. Mon premier mandat, c'était de faire des lignes pour Home Depot. Puis ma DC m'avait dit tu vas m'en faire 50. Puis je vais peut-être en prendre une demi. Puis comme de fait, j'en avais fait comme 40, puis elle en avait pris 2. J'étais comme, oh, big odds un peu quand même. Mais j'avais dû en faire comme 40 autres, puis c'est comme ça que juste le fait de le faire montrait quand même de la volonté, puis de faire comme, t'en fais 40, t'en fais 2. Ouais, mais tu vas m'en faire 40 autres. Parfait, I'm on it. Tu sais, il y a cette volonté-là un peu, je pense, qui se traduit, puis qui vient jouer en ta faveur, parce que tu as dit une phrase super importante, Sam, qui est le talent, ça se développe, tu sais. Puis l'attitude, ça se développe pas. Fait que tout ça, c'est tous des très, très bons points. L'autre question qui est un petit peu plus dans l'actualité, c'est quoi vous trouvez le rôle de notre job en 2020? Mettons, moi, en ce moment, je travaille encore sur le compte de McDonald's, puis c'est pas rare que quand je vois la pandémie, je vois l'urgence climatique, je vois comme les mouvements sociaux qu'il y a, mettons, aux États-Unis. Puis on dirait que j'ai ma campagne Big Mac devant moi, puis je suis comme, il me semble que qu'est-ce que je fais? C'est quoi le rôle de la pub, vous pensez, selon vous? Ben, il y a ce qu'on fait aujourd'hui, puis il y a le potentiel qu'on a aussi. Je veux dire, ça reste quand même des entreprises, fait qu'à quelque part, il y aura toujours des choix à faire, mais à ceux qui sont critiques négativement par rapport à la pub, je ramène toujours un peu le même point. On le voit en 2020, là, on a tous accès à la même information. On a accès à la même librairie, on a accès au même web. Et ça nous donne la preuve qu'avec la même information, il y a des gens qui peuvent prendre toutes les bonnes décisions, puis des gens qui peuvent prendre toutes les mauvaises décisions, avec accès au même matériel, au même produit. Quand tu rentres dans la librairie, puis tu as le premier rack, c'est marqué genre coup de cœur de Marie-Pierre, coup de cœur de Julie, puis tu prends celui-là. Je trouve que c'est un peu ça qu'on fait. on a juste un peu le potentiel de pousser quand on agit bien, de pousser des gens dans le dos vers la bonne décision. Genre, j'en regarderais peut-être ça, je ne regarderais pas ça. Je pense que ce produit-là est plus responsable que ce produit-là. Il faut être humble par rapport à nos possibilités. On ne peut pas faire grand-chose de plus que pousser un peu au bon moment. Mais si on travaille pour des agences, des clients, des groupes qui ont cette belle vision-là, bien, on est un peu le coup de cœur de, là, et on peut encourager des gens à prendre ce livre-là plutôt que celui-là, et donc à faire des bons choix au lieu des mauvais. Nous, ce qu'on a fait chez Publicis pour pallier justement à ça, parce que veut pas, il y a des clients pour qui, l'exemple de McDo, et ça, veut pas, tu dois vendre des burgers, puis veut pas pour Métro, tu dois inciter les gens à aller faire l'épicerie chez Métro. C'est sûr que
nous, comment on a compensé, notre idée, c'est de se dire, OK, on a comme des clients vaches à lait, on les appelle, ou que tu sais que, OK, tu fais ta job, puis tu la fais le mieux possible. Puis si le client en tant que tel n'a pas vraiment de vision sociale, c'est comme, si vous voulez, c'est dans la responsabilité du client. Mais nous, en tant qu'agence, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec beaucoup de pro bono. On a 3200 heures qui sont consacrées par année. Donc, il y a à peu près 2 personnes temps plein chez Publicis. Évidemment, ce n'est pas 2 vraies personnes, mais c'est selon les heures réparties, ça fait 2 personnes temps plein qui travaillent uniquement sur des pro bono. Puis tous les créatifs chez Publicis, on veut qu'ils travaillent, qu'ils aient un pro bono sur lequel ils peuvent travailler justement pour balancer. On est un petit peu organique dans notre façon de travailler. Donc oui, il y a des comptes, tu as un compte un petit peu dédié, mais tu as plein d'autres comptes qui se baladent. Puis justement, les pro bono, puis l'importance d'avoir justement ces comptes-là pour pouvoir faire bouger la société dans le bon sens, pour nous, c'est super important. Parce que justement, ça donne comme, on se couche puis on est fier. C'est ça qu'on veut faire, que tous nos employés le fassent à la fin. Là. C'est que justement, on veut faire la différence, que ce soit pour nos clients ou pour nos pro bono. Et dans le fond, nous, chez Créagence, on a bien sûr des marques pour lesquelles on vend des produits. Puis c'est comme je l'ai entendu, c'est des vaches à lait. Ça fait partie de la job, puis on ne le changera pas. Mais à côté de ça, on a certaines causes, certaines fondations dans lesquelles on est engagé. Puis, justement, on se donne sans compter pour ces causes, pour ces fondations. Parfois, elles sont même aussi bien, si ce n'est pas plus servies que d'autres clients, mais c'est notre façon un peu, d'une certaine manière, de pouvoir redonner, que ce soit un tarif préférentiel, du pro bono ou du don d'idées ou de temps. Puis, parfois, de la participation aussi. Il y a certaines causes pour lesquelles on décide de participer dans les heures je dirais, de participer à une cause ou à un engagement spécifique. Et est-ce que vous trouvez qu'en tant que créatif, vous avez aussi la chance de mettre de l'avant un peu ces valeurs-là dans vos projets? J'en parle parce que j'ai un collègue qui écrit une excellente chronique sur le Grenier aux nouvelles quant à la diversité, puis qui parlait que lui étant un membre de la communauté LGBT, juste pour citer celle-là en exemple, on avait quand même la possibilité, je vais dire, de mettre la diversité de l'avant dans nos pubs, dans les messages qu'on met, dans les messages qu'on dit aussi, de la place qu'on donne aux personnages, du rôle qu'on leur donne. Donc, est-ce que vous trouvez qu'en tant que créatif, on se doit de profiter de cette occasion-là, en fait? Mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, je le vois vraiment notamment pour la place de la femme. Moi, j'oblige mes créatifs à avoir une femme en réel. Une réalisatrice. On peut choisir plusieurs personnes, puis on a toujours notre top 3 des personnes avec qui on veut travailler. Puis il m'appelle la féministe, mais c'est pas grave, je suis féministe, mais dans le sens que je veux de l'égalité, là. Mais j'oblige, parce que sinon, il y a tout le temps juste des hommes. Puis j'ai l'impression qu'on est comme obligé d'avoir ce genre de règles, non écrites évidemment, mais je pousse. Puis même chose pour la diversité dans le casting. Il y a certains clients, ça fait une année qu'on pousse les castings chaque fois qu'il y a une diversité dedans. Puis là, il n'y a pas longtemps, ils l'ont accepté. À force de travailler, il faut qu'on les pousse avec un petit peu, là, parce qu'on le sait, les clients, il y a toujours histoire d'avoir du tact, mais je pense qu'on peut vraiment faire une réelle différence en les suggérant. Parce qu'en ne les suggérant pas, évidemment, on les pousse aussi dans l'autre direction de rester dans leurs pantoufles puis de rien essayer. On dit que, avec de la suggestion, puis en les mettant sur le même pied d'égalité que les autres candidats ou que les autres réalisateurs, on leur donne de l'importance, puis peu à peu, ça ouvre les clients puis les créatifs aussi. Mm-hmm. Mais dans le fond, je rejoins un peu ça là-dedans. J'aime ça, créer les mélanges. Je trouve que le mélange des genres, le mélange des gens, c'est là où il y a une émulsion. Puis de pouvoir le montrer, moi, je fais souvent... je suis d'origine marocaine, fait que je peux faire des blagues sur les Arabes, les Noirs, puis les Français.
Fait que souvent, j'ai tendance, moi, à mettre à l'aise très rapidement mes clients là-dedans, puis à crever l'abcès là-dessus, puis à faire des blagues tout de suite qui les déstabilisent, mais pour qu'on en parle ouvertement. Parce que souvent, il y a une petite gêne, mais moi, quand j'arrive puis que je propose, mettons, des profils des comédiens de la diversité, bien, je vais en parler très rapidement, puis on va clairement régler ça. Puis ça va en prendre. Ce qui est le fun, que quand tu le joues de même avec l'humour, bien, moi, en tout cas, je peux me le permettre, mais ce qui est le fun, c'est que tout de suite, ça va prendre une bonne raison de l'autre côté pour que ce soit un refus. Fait que même si ça ne fonctionne pas, ça prend de la détermination. Au bout d'un an, peut-être que ça payera. Merci beaucoup. C'était une question quand même que je trouvais surtout pertinente en 2020. Là. Donc, je pense que d'un point de vue pour la relève, ça peut être super pertinent. Puis la prochaine aussi, je pense, va leur parler énormément. Tu sais, à quoi va ressembler votre travail, selon vous, dans 5-10 ans? Ça va être, est-ce que la pub, parce que tu sais, on en a déjà connu beaucoup, juste ne serait-ce que dans 10 dernières années, des shifts en publicité, que ce soit par les médias, les formats. Vous pensez que dans 5-10 ans, ça va ressembler à quoi, selon vous? Je pense que la réponse est très différente. Si on posait la question dans les 8 conférences, je pense qu'elle va impacter différentes personnes de l'industrie de manière différente. Mettons, en création, là, puis je me fie un petit peu au rôle qu'on a, je pense. C'est à propos des idées, puis c'est à propos du monde, c'est à propos des gens. Fait que, dans mon cas, j'ai l'impression qu'elle ne changera pas beaucoup plus que les gens vont changer en 5-10 ans. Ça veut dire, si tu es en prod, je peux comprendre qu'elle change, puis qu'elle change assez rapidement, parce que des fois, le médium va changer rapidement, la technologie sera différente, puis il y aura des nouvelles opportunités, puis il faut que tu t'adaptes. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant en création, qui peut peut-être être rassurant, mais le principe de se mettre à la place des gens, réfléchir à leurs besoins, comment ils fonctionnent, comment ils pensent, puis trouver la solution à ce problème-là, comme on en parlait tantôt. Je pense que ça ressemble à ce que ça a toujours été, puis ça ne changera pas nécessairement plus que l'humain. Tu sais. Et des fois, ça peut faire un peu peut-être moins peur. On a l'impression que les plateformes vont tellement vite que c'est un genre de « je suis déjà en retard ». Ça a-tu passé trop vite? Puis avec tous les changements qu'il y a là, ça va-tu encore changer? Puis le temps que je dépose mon portfolio, c'est même plus à jour. Je pense qu'en création, c'est pas vrai. Tu sais. Il y a des trucs qui restent surprenamment vrais et stables. Pour ma part, pour répondre à ta question, j'ai l'impression que de plus en plus, on va devoir être honnête, que ce soit nous, mais aussi les annonceurs dans la façon de parler, honnête et intègre. J'ai l'impression qu'on l'a vu avant la pandémie, il y a eu plein de mouvements qui se sont faits. Puis la pandémie a accéléré aussi ces mouvements-là, que ce soit les dénonciations ou autres. Mais ce dont je me rends compte, c'est que le consommateur d'aujourd'hui, il est au courant des affaires. Il sait comment la pub fonctionne. Il peut se renseigner facilement. Il a accès à Internet. Je veux dire, on n'est plus à l'époque où on faisait de la recherche photo dans un lecteur CD qu'on allait prendre le livre à la bibliothèque Mitterrand. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on va devoir être de plus en plus transparent dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Puis ça, c'est nous en tant qu'agence, mais aussi les annonceurs, comment ils vont l'assumer, comment ils vont le porter, je dirais, ce flambeau-là. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de data qui va rentrer. Le côté, il y a plein de... La création, à mon avis, va être beaucoup plus chiffrée et beaucoup plus... Tu sais, on arrive avec des outils, vous le voyez sur Netflix, tu as les pochettes que vous propose Netflix à chacun des panélistes, puis à chacun des auditeurs ici, on a comme des pochettes différentes de Netflix en fonction de nos affinités. Mais j'ai l'impression que la pub, avec la segmentation des cibles, ça va devenir de la personnalisation encore plus poussée que maintenant. Maintenant, on fait un peu de la personnalisation, mais c'est vraiment à high level. On se dit, on va faire cette pub-là pour les mamans au foyer, on va faire cette pub-là pour les jeunes, on va faire cette pub-là pour les personnes âgées, je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que dans 10 ans, on pourra être extrêmement précis en se disant, on aura des datas sur n'importe qui. Puis on va se dire, OK, Marc-André, lui, OK, il voulait être vétérinaire, il a été au Jean Coutu la semaine passée, il a acheté ça, puis il a acheté ça avec nos cartes de crédit. J'ai l'impression qu'il y aura comme
encore plus précisément vraiment des personas en disant, OK, ben lui, il a fait ça, ben je vais lui envoyer ce message-là. Vraiment extrêmement précis, puis avec de la géolocalisation en disant, OK, si tu as été ici en ce moment, puis que tu as fait ce comportement, puis que tu as fait ce comportement-là, ben nous, on va te sortir une pub vraiment précise. Puis c'est aussi pour ça que il y a plein de groupes qui investissent justement dans ces achats de données-là. J'ai l'impression que c'est dans 10 ans, on va être totalement, comment dire, submergé par ce genre de data, puis on devra créer précisément des pubs personnalisées en temps, beaucoup moins de masques actuellement. J'ai l'impression que dans 10 ans, ça va être ça. Mais peut-être que je me trompe, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai l'impression qu'on s'en va quand même là. Non, mais c'est intéressant de voir les trois visions qui, je pense, se rejoignent, mais attaquent 3 paliers différents, que ce soit au niveau de l'idée, mais du consommateur aussi. Donc, non, ça dresse un portrait qui est quand même assez complet. Donc, merci beaucoup pour ça. 6e question, je pense que c'est l'avant-dernière. Une phrase à compléter, toute simple. Je suis fait pour la création publicitaire si. Vous pouvez y aller, peut-être, je ne sais pas, Sacha, si tu veux commencer, tu as l'air pris de cours un peu, tu peux passer ton cours. J'ai réussi l'effet théâtral. Non, je l'ai vu d'avance, puis j'y ai pensé. Je suis fait pour la création si j'aime les casse-têtes. Tantôt, on l'a dit de manière, je pense que c'est Mounir qui l'a bien dit, c'est toujours nouveau, on recommence toujours à zéro. Faut accepter que son talent va grandir, mais que ses mandats vont recommencer à chaque fois. Là, à chaque lundi, tu recommences à zéro avec un nouveau problème, une nouvelle cible, un nouveau sujet. La solution n'existe pas et il n'y a pas juste une solution. Fait qu'il faut aimer cette nature-là de vouloir, je pense, chercher, se creuser la tête, essayer. Moi, ce qui ressemblait le plus à ça dans ma vie avant la pub, c'était de faire des énigmes. On dirait que c'est ce que ça me rappelle le plus. Fait que ça a comme vraiment relaté avec mon époque de gars qui tripaient sur des casse-têtes. Là. San, tu veux peut-être compléter la phrase à ton tour? Ben non, mais c'est sûr que le parallèle de casse-tête est super bien, Sacha, bravo. Il y a pensé, là, clairement. Là. C'est ça, il y a pensé. Bien, tu as bien fait tes devoirs, contrairement à moi. Mais pas faire ses devoirs, c'est aussi une bonne chose en création, là, parce que justement, être un peu off, ça aide beaucoup. Tu sais. Mais pour faire de la création publicitaire, ben, tu sais, je pense qu'il faut être parfois off un petit peu, justement, puis résilient, passionné et discipliné. Je pense que c'est ça, discipline dans le sens que, tu sais, il ne faut pas lâcher. Passionné, c'est il faut vraiment que tu aimes ça parce que des fois, c'est vraiment tough, là, on va se le dire. Puis résilient, ben, c'est ça, c'est qu'on te dit, je sais pas combien de fois non, puis toujours tu arrives. Ben, c'est un peu comme, tu sais, c'est aussi de la résolution de casquette. Tout est interrelié, là. Mais je dirais résilience, discipline et passion. C'est complet, Mounir. À ton tour. OK. Je suis fait pour de la création publicitaire. Je dirais si j'aime travailler en équipe. Parce que dans la pub, c'est pas juste un duo, c'est pas juste un trio, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde, comme tu l'as si bien dit, Marc-André. Puis c'est important, je pense, d'aimer ça, travailler en équipe. Je pense que ceux qui durent dans le temps, dans notre domaine, sont ceux qui aiment ça, les gens, qui aiment ça, la gang, qui aiment ça, partager, qui aiment travailler en équipe, puis qui continuent aussi d'aimer trouver des solutions à des problématiques. Parce que de s'enfermer sur soi-même, peut-être pas une bonne chose en création publicitaire. Ça ne veut pas dire qu'on peut très bien être introverti. Je ne dis pas qu'il faut être absolument extraverti comme l'image par excellence d'un publicitaire. On peut être introverti. Il y a 1001 façons de travailler en équipe. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est un super bon point que tu amènes, effectivement. Le recevoir les idées de tout le monde, puis perdre la notion aussi que ce soit d'ancienneté ou même de poste. Là, je pense que tu n'as pas la place de dire quelqu'un autour de la table qui, s'il n'est pas créatif, son idée n'est pas bonne et tout ça. Là, la créativité, elle vient vraiment de partout. Là, puis l'ouverture d'esprit puis l'envie de bâtir quelque chose ensemble, c'est un moteur très, très fort, je pense, pour quelqu'un qui veut faire de la création publicitaire. Ma dernière question, un dernier conseil. Peut-être un conseil... Après, on passera vite aux questions parce qu'on en a énormément. Yes!
vraiment dépassé notre temps. Donc, Ben moi, rapidement, je l'ai dit tantôt, puis je vais le rappeler, puis c'est encore mon grand défaut, puis ayez pas peur d'être poche. Au début, faites-en, essayez-en, vous allez vous surprendre vous-même. Comme je le disais, les 30 premières, on a toutes les mêmes idées. On a toutes pensé les 30 premières mêmes. Rendez-vous plus loin, doutez de vous, puis quand vous êtes rendu au mode « Ich », là, je dis n'importe quoi, asseyez-vous puis continuez. C'est là que ça commence à devenir intéressant. T'sais. San, je ne sais pas, toi, de ton bord, un conseil? Ben, un conseil, c'est que il y en a vraiment beaucoup, mais je pense qu'effectivement, le côté de ne pas lâcher, puis d'essayer d'avoir des idées, puis d'essayer aussi d'être différent des autres, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas... Puis c'est aussi pour ça qu'on tourne autour de la question, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, il n'y a pas comme un parcours typique puis un mode d'emploi pour être en pub, mais je pense que ce qui est commun à tous ceux qui ont réussi à rentrer, c'est qu'ils se sont démarqués. Donc, d'être un peu off et de faire des choses différemment, je pense que c'est ça qui séduit, puis c'est ça qu'on cherche en tant que... en direction de création dans une agence, c'est ça qu'on cherche. On veut pas tous les mêmes éléments. On veut pas des petits robots qui font... Non, c'est pas ça. Là. On veut des gens qui pensent différemment parce qu'autour d'une table, plus il y a de points de vue différents, plus il y a de richesse. Puis c'est extrêmement important d'avoir de la diversité d'opinions puis un débat parce que sans ça, c'est un frein à l'innovation. Donc, n'ayez pas peur d'être différent puis de montrer votre différence puis d'en être fier. Ça vous mènera loin. Venir. Dernier conseil de la fin, il est pour toi. Après, on passe aux questions. Yes. Ben, je dirais, dans le fond, d'être soi-même. Comme l'a dit San, d'être différent, mais d'être soi-même puis de ne pas de jouer un rôle. C'est important parce que, dans le fond, c'est cette particularité que chacun a. Elle est là. C'est à chacun d'être transparent, d'être vraiment intègre dans sa façon d'être et pas d'essayer d'être dans cette image du persona publicitaire. Puis c'est pas mal ça, ouais. Soyez vous-même. Génial. Ben, très belle note de la fin. Merci beaucoup à nos panélistes. Pour vrai, merci à Mounir, Sacha, San, Xavier, qui, on l'espère, s'est rendu à destination de façon sécuritaire. Fait que Mireille, tu disais qu'on avait des questions. Oui. A priori, je sais que tu en as parlé brièvement au début dans ta présentation, mais il y avait beaucoup de questions au niveau des portfolios. Je ne sais pas si vous auriez des conseils, des inspirations, en fait, pour aider les gens à savoir comment partir ça. Comment, aujourd'hui, c'est recommandé que ça prenne forme, surtout là, dans un contexte on est tous à la maison. J'imagine que le numérique prend un petit peu plus de place. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je vous laisse la parole, chers panélistes, qui êtes ceux qui font les embauches. Je pense que la distance a peut-être un inconvénient, mais je pense qu'elle a une qualité. Tu sais, les bonnes idées, tu ne les expliques pas. Si tu as à l'expliquer, il y a quelque chose là. Fait que, il y a 1000 formats en toute franchise. Vous pouvez facilement chercher même, si vous voulez, des exemples. Il y a plein d'étudiants très fiers qui ont partagé leur portfolio pour vous montrer à quel point il était bon ou à quel point il n'était pas bon pantoute. Fait que, il y a déjà plein d'exemples qui se trouvent, mais on en a reçu PDF, on en a reçu vidéo. J'ai reçu des histoires sur SoundCloud qui duraient 15 minutes de monde qui me contait une légende qui était finalement un... Fait que, honnêtement, comme Sam l'a dit, quand on en reçoit beaucoup, trouver une manière, je pense, de rentrer différemment. Il n'y a pas de bon format, mais il y a un mauvais format. Évitez pour moi mes souhaits distingués, veuillez agréer de mes et laissez-moi confiance de vous parler de ça. Je pense que c'est peut-être l'affaire que je vous conseille de ne pas faire. Mais pour le reste, il y a plein d'exemples disponibles, honnêtement, puis plein de médiums pour le faire. C'est plus facile que jamais. Là. Je pense qu'il n'y a plus d'excuses. Oui, puis non, je te suis totalement. Nous, on a engagé dernièrement, c'était l'année passée, là, mais c'est une fille qui était vraiment super créative. Puis elle avait lancé un festival de mimes. Puis c'est pour ça qu'on l'a choisie parmi tous les autres, parce qu'on disait, oh mon Dieu, elle a lancé le premier festival de mimes au Québec. Là. C'est quand même, tu sais, ça montre son esprit. Puis on est vraiment extrêmement content de son apport dans l'agence parce que justement, elle est différente. Puis sur le reste du portfolio, est-ce que les lignes qu'elle avait faites étaient supérieures à d'autres? Non. Mais le côté, j'ai lancé le premier festival de mimes au Québec, je trouvais ça tellement le fun, puis elle était tellement...
Puis c'est ça qui l'a démarqué par rapport à d'autres personnes. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment être un petit peu différent. Puis faut juste dire qu'on en reçoit beaucoup de candidatures, beaucoup, puis elles se ressemblent souvent. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a quelque chose de différent, ben c'est sûr que c'est excitant de voir que des gens pensent différemment. Ben, je trouve ça intéressant, Sam, surtout que il y a beaucoup de questions qu'on a aussi à savoir si les concours, c'est un passage obligé, puis je vois que justement des initiatives comme ça prouve que pas nécessairement. Ça peut être une initiative personnelle qui permet de mettre de l'avant. Je ne sais pas si il y a d'autres choses à laquelle vous pensez rapidement qui permet justement à quelqu'un de se démarquer autre. Il y a une initiative que j'ai trouvée intéressante, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais que je vois récemment passer. C'est un designer graphique qui décide de reprendre tous les logos de certaines marques puis de les refaire. Mais au même titre, ce n'est pas d'aujourd'hui, des duos concepteur-rédacteur, directeur artistique pour rentrer en agence, souvent se monter un portfolio fictif. Je trouvais ça intéressant, mais je trouve ça encore plus intéressant quand tu prends une réelle contrainte. C'est-à-dire que tu as un brief de montée, tu te montes un insight, puis tu cherches quelque chose de pertinent, en tout cas une problématique à résoudre. Pas juste pas de problématique, puis je fais un beau concept, le fun, puis drôle, mais de se dire j'ai mis le doigt sur une problématique, une réelle problématique, puis voici la façon dont je propose créativement de résoudre celle-ci. Parfois, il y a de quoi qui peut permettre de faire la différence entre la façon dont la personne pense par rapport à une autre. Oui, puis tu sais, je veux dire quelque chose de... Je ne veux pas que ce soit mal perçu puis que ça a l'air grossier, mais posez-vous la question pourquoi vous avez ouvert ce courriel-là dans la liste de spam. Vous connaissiez déjà le nom. La ligne était accrocheuse. Visuellement, il était beau. Tu sais, c'est un peu les mêmes trucs. Si vous faites des concours, c'est pas tant que ça pour le concours, c'est que votre nom a déjà circulé et dans la pile, hop, j'ai déjà entendu parler de Alice. Fait que ça fait une différence. Ou bien, visiblement, il y a des bonnes idées, ça fait une différence. Ah, c'est bien présenté, ça fait une différence. L'angle est un peu différent, ça fait une différence. Vous êtes vraiment à la recherche de cette ou de ces différences-là. Et peu importe les implications et les initiatives, ils ont tous le même but. C'est quand on arrive devant la pile, ben vous êtes sur une autre pile parce qu'il y a quelque chose qui nous a frappé. Tu sais. Une autre question que j'ai trouvée pertinente, il y en a quelques-uns qui ont un profil un petit peu plus craft, c'est-à-dire des photographes, des vidéastes. Est-ce que ça arrive des gens qui font le saut en création en ayant ce background-là? Ben, je peux peut-être répondre de par des exemples que j'ai en tête, là, mais ça arrive dans les deux sens. Ça arrive des gens, je connais certaines personnes qui ont commencé comme publicitaires, comme directeur artistique ou quelque chose, qui ont fait le saut en réalisation ou en photographie ou même auteur à la télé ou tout ça. Vite comme ça, j'ai des exemples de gens qui ont travaillé dans le monde de la réalisation. Je suis pas prêt à dire qu'ils étaient réels, mais qui ont travaillé là-dedans et qui ont ensuite mis à profit cette expertise-là qu'ils ont développée en pub. Mais je pense que ça peut... Encore là, tout est dans la façon de l'amener puis dans qu'est-ce que tu racontes aussi avec ce que tu fais. Tu sais, si tu peux... si tu es un réalisateur, mais si tu es un photographe qui fait des portraits, qu'est-ce que je peux dégager de ta façon de penser de par ce que tu me présentes? Tu sais, c'est quoi ton edge? Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui des gens qui font des portraits. Tu sais, qu'est-ce que tu peux amener de plus? Mais personnellement, je pense que c'est quand même une expérience qui se vaut, puis c'est une forme de créativité en soi. Là, donc, je ne lâcherai pas ça. Exact, je veux dire, ça veut dire quelque chose sur la créativité et sur le profil de quelqu'un. Il faut accepter qu'on a peut-être un premier craft. Je veux dire, Marc-André, ton exemple est bon. Si un ingénieur de chantier est devenu créatif, est-ce que ça se peut? La réponse est oui. Mais je pense qu'il faut accepter qu'on a appris dans notre craft initial et qu'il faudra continuer à apprendre et peut-être même recommencer dans un craft secondaire
et de ne pas prendre pour acquis que tu as le niveau de rédaction égal à ton niveau de photographie, par exemple. Il faut avoir une certaine humilité par rapport à ça. Mais ça veut quand même dire que c'est certainement un profil créatif qui se peut. Donc oui, clairement, c'est une transition qui se peut si la démarche est bien faite. Je rebondis là-dessus. Une question qu'on a eue aussi, c'était est-ce que à la base, vous devez vous spécialiser en un type de média ou votre métier vous amène à vous ouvrir immédiatement à plusieurs médias à la fois, donc à déjà savoir adapter immédiatement vos messages selon le type de média. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui. OK. J'ai peut-être l'impression que la réponse va varier selon les grandeurs d'agence, puis peut-être que je me trompe. Si on revient peut-être quelques années en arrière, je pense que des plus grandes agences ont la chance ou le réflexe de placer des gens dans des rôles plus précis, donc d'être rédacteur pour certains médias et non d'autres. Nous, on est une plus petite agence, là, je parle pour nous, on est un petit peu moins d'une trentaine. Même si tu voulais juste écrire de la TV chez nous, tu n'as pas le luxe. C'est sûr que tu vas faire tout. Fait que dans un contexte comme le nôtre, où la versatilité est vraiment, vraiment, vraiment encore plus importante, pour le développement aussi, je pense que les généralistes, il y a quelque chose à dire sur le cas d'être un généraliste versus un spécialiste. Et peut-être que je me trompe, je n'ai pas la parole d'une grande agence ou d'autres, je sais que vous entendre, mais ça change peut-être aussi selon le profil. Ben, nous, on est un petit peu plus grand, mais pour moi, un créatif doit savoir jouer sur toutes les plateformes. Là, même de la gestion de communauté, pour moi, un rédacteur devrait savoir faire de la gestion de communauté aussi, de la création de contenu également. Pour moi, tu es créatif, t'es créatif au sens large, peu importe le média, ta grande idée. En fait, c'est ça, c'est que si ton idée est assez forte, peu importe la plateforme et le média sur lequel elle sera déclinée, elle sera efficace. Je pense que c'est simplement toutes les grandes idées devraient fonctionner sur à peu près tous les médias, puis c'est un peu ça. Donc, pour moi, un créatif, justement, doit pouvoir faire le fameux 360 parce que doit pouvoir, en fait, mettre des jambes à l'idée dans chaque média. Tout à fait, je rejoins un peu ça là-dedans. J'ai l'impression qu'à une époque, peut-être qu'il y avait certaines frontières en fonction des médias, mais aujourd'hui, en 2020, comme certaines choses ont évolué, j'ai le sentiment réussir à adapter ces concepts. Il faut réussir à adapter son créatif, quel que soit le média. C'est plus des frontières, au contraire, ce sont des ponts maintenant. Des ponts qui permettent de faire le lien ou d'être complémentaires en fonction de ce qu'on a comme idée. Il y a peut-être une exception que je pense maintenant à la rédaction longue copie. Tu sais, il y a vraiment des spécialisés, tu sais, des gens spécialisés dans la rédaction de blog ou plus journalistique. Il y en a à l'interne à l'agence pour plein de choses. Ben, eux, généralement, tu sais, c'est peut-être l'exception parce qu'eux, ils ont besoin de beaucoup de place et beaucoup de textes. Ils ne savent pas faire des accroches, mais ils sont super bons pour faire des longs textes. J'ai l'impression que c'est l'exception, je dirais, ces rédactions longue copie. Puis il y avait eu aussi des questions au niveau pigiste versus quelqu'un qui est employé dans une agence. En fait, même le questionnement, est-ce que c'est mieux de commencer comme pigiste? Est-ce que c'est mieux de commencer en agence? Je ne pense pas qu'il y a de bonnes réponses, mais je ne sais pas si vous avez des conseils ou quoi que ce soit qui pourrait aider les gens qui nous écoutent à se positionner par rapport à ces questions-là. On va peut-être aussi avoir des opinions différentes là-dessus. Je l'ai fait un peu moins. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important de pouvoir se faire dire non souvent, surtout au début. Fait que je dis pas que c'est pige ou agence, mais je dis que si c'est pige, je trouverais une manière d'avoir des relations d'affaires avec des partenaires ou les agences avec lesquelles vous collaborez pour quand même pouvoir vous faire dire non, quand même pouvoir avoir une certaine tutelle des mentors. Parce qu'il faut comme apprendre à reconnaître les trucs qui ont du potentiel, qui en ont moins, qui répondent aux objectifs ou pas. Et personnellement, c'est ce qui m'a amené vite en agence. C'était les 24 autres personnes qui pouvaient me dire « Elle enlève une bûche, t'exagères. » Tout seul chez nous, j'aurais pas eu cette personne-là, vous arrêtez dangereux.
Non, c'est ça, je te rejoins totalement là-dessus. C'est sûr qu'à la pige au début, ben, tu sais, comme on l'a dit à peu près, tu sais, Marc-André a commencé avec ça, tu sais, le métier de publicitaire, c'est fait de plein de spécialités, puis des productrices, et puis plein de gens autour de ça, puis de commencer à la pige et juste d'avoir genre un lien ou deux liens, ben, j'ai l'impression qu'il va vous manquer la vue d'ensemble. Donc, peu importe le genre de structure, moi je commencerai dans une structure, dans une agence, peu importe la taille de l'agence, mais juste pour apprendre et comprendre les différents corps de métier, puis aussi comprendre que chaque corps de métier est essentiel à une idée parce qu'au final, oui, votre idée vous appartient, mais elle serait jamais produite s'il n'y avait pas tous les autres qui mettaient leur pierre à l'édifice. Puis c'est bien important de comprendre ça, de comprendre les autres joueurs, justement, avant de se lancer à la pige. Une fois qu'on a compris, puis qu'on maîtrise, puis on sait qui fait quoi, aussi, ça permet de développer un portfolio de contacts, si vous voulez, de réseauter, d'avoir comme un réseau assez grand, puis après, on peut se lancer à la pige, puis si on a besoin, on a un client direct, puis on a besoin d'une productrice, on sait qui appeler. Si on a besoin d'un directeur artistique, on sait qui appeler. C'est de bien s'entourer. Mais avant de bien s'entourer à la pige, il faut savoir de qui on a besoin. Puis j'ai l'impression que pour savoir de qui on a besoin, on a besoin d'être dans une structure avant. Mon feeling par rapport à ça, c'est que commencer en agence, ça ouvre aussi le champ des possibles par rapport à soi et à ce qu'on veut faire. À la pige, je pense que c'est beaucoup plus difficile mettons, on commence en création, on se dit, moi, j'aime le design graphique, OK, je fais ça, mais ça ne t'ouvre pas vraiment la possibilité de rebondir sur de la photo ou de partir en rédaction ou de faire autre chose. J'ai l'impression que ce champ des possibles-là, il est accessible, ouvert. Ben oui, on est souvent en open space, hein? Enfin, quand on était au bureau. Mais cette ouverture-là des champs des possibles, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus accessible en agence qu'en étant à la pige. Fait que ça prend un début en agence pour pouvoir aussi soit se positionner de où est-ce que je veux m'en aller. Je rajouterais qu'il y a aussi une notion de mentorat que j'ai l'impression que quand tu commences, qui est comme quand même assez pertinente parce qu'il y a tellement de choses puis de nuances dans ton travail que, comme on l'a dit, là, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'école pour faire ce qu'on fait. Il n'y a que de la tradition orale de savoir qui se transmet, qui se partage. Fait on dirait que si tu n'as pas ce mentorat-là, ça va peut-être des fois te laisser un gap dans ton savoir. Tu sais, il y a quand même une mécanique. Moi, le nombre de trucs que j'ai appris, ma première année en conception-rédaction n'a été qu'engendrer, genre, j'épongeais tout le savoir que je pouvais parce que je me rendais compte que j'étais un peu perdu dans mes affaires, là, puis qu'il y avait vraiment une méthode, une façon de faire, une façon de se dire, OK, cette ligne-là, elle passe, cette ligne-là, elle ne passera pas, je sais pourquoi, je comprends la mécanique de la chose. Puis je pense que ce mentorat-là m'a comme aidé et m'a accéléré aussi. Donc, je trouve quand même que c'est... Cela dit, à la pige, il y a peut-être moyen d'avoir du mentorat de quelqu'un qui en a déjà fait aussi. Là, je pense qu'il faut juste garder ça en tête, surtout quand tu billes ton temps à un client qui dépense de l'argent pour avoir tes services. Je pense qu'il faut garder ça en tête aussi. Tu as cette responsabilité-là. Je poserai une dernière question qui rebondit un peu sur ce que vous venez de dire. Avec tout ce qui se passe, la pandémie, il y a des questionnements à savoir si des stages sont quand même offerts dans le secteur actuellement, parce que des stages, c'est formateur. C'est justement cette notion-là de mentorat puis de se faire coacher pour éventuellement occuper une fonction en entreprise. Est-ce que dans les prochains mois, c'est des choses qui vont être accessibles? Comment ça se passe de part et d'autre dans vos agences respectives? Je pense que oui, on a tous été, tous, je vais dire on seulement. Ça a été rock'n'roll quand même pendant un moment. On s'est tous, je pense, posé des questions adaptées, télétravail. Fait qu'il y a 4 ou 5 mois, je vous aurais dit ish. C'est un peu loin dans la boîte courriel, tristement. Mais comme on reprend le contrôle, je pense, ça va bien, ça se stabilise, c'est pas fini. Mais on a nos nouveaux réflexes, nos nouvelles méthodes.
Et là, nous, ben, on vient de vivre l'expérience d'embaucher quelqu'un qu'on n'a pas encore vu en personne. Fait que nous-mêmes, en toute franchise, on l'a appris, on ne l'avait pas fait avant. Fait qu'on a pris les bons réflexes, on a réalisé quel document on n'avait pas, quel processus on n'avait pas. Fait que non seulement c'est possible, mais en toute transparence, j'ai l'impression qu'on va aussi être meilleur pour les gens. Au début, on a aussi cette peur-là. On ne veut pas prendre des gens en stage si on n'a rien à leur donner, rien à leur offrir, ou si on n'est pas présent. Fait que ça va dans les deux sens. Fait que si vous êtes stressé que des stages soient à faire, moi, je suis autant stressé d'être capable de vous donner un bon stage, franchement. Mais je sens qu'on approche un moment où on est plus confortable dans le setup et où on sera capable de l'offrir. Yes, ben même, exactement, c'est vraiment la même chose chez Publicis ce qui se passe là pendant la pandémie. C'est sûr qu'on était en mode réactif, mais on aime ça, les stagiaires, tu sais, ça amène une super belle dynamique, mais effectivement, faut qu'on ait tous les outils pour bien tu sais, les encadrer justement, puis pour avoir, tu sais, au point de Marc-André, les mentors, c'est super important. Puis tu sais, j'ai comme philosophie que quelqu'un de jeune a autant à offrir à un mentor que le mentor a lui offrir. Pour moi, c'est dans les deux sens là, qu'ils s'enrichissent. Tu sais, les deux s'enrichissent mutuellement, je pense. Puis je pense que c'est très important d'en avoir. Présentement, là, maintenant, on n'a pas de stagiaires, justement, mais c'est sûr que ça va rouvrir. On va reprendre des stagiaires. Je peux peut-être finir en disant que chez Cossette, j'avoue que je ne sais pas. D'habitude, quand on faisait des stages, c'était autour de mars. Là, je pense qu'il y a comme une espèce de flou généralisé, là, puis je ne suis comme pas en charge des stages, fait que je ne veux pas rien promettre non plus. Mais j'imagine, je pense que, tu sais, comme j'ai mentionné, tu sais, il y a beaucoup d'agences aussi là, qui offrent des stages, fait que ça vaut la peine de faire sa recherche puis de s'abonner, tu sais, aux pages des agences, puis de juste voir passer les affaires comme ça, là, les concours, c'est la meilleure façon. Mounir, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on termine officiellement ce panel. Ben, par rapport au stage, oui, dans le fond, moi, je dirais, faut pas que ça change la personne, ce qui se passe. Justement, elle va peut-être plus se démarquer. Puis probablement que le profil va être intéressant. Moi, je dirais, bien au contraire, là où il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Très bon conseil. Alors, ben, je vous remercie vraiment de votre générosité. Ça a été une super belle séance, surtout avec le nombre de questions qu'on a eues. Je pense qu'il y en aurait pris encore, mais bon, il faut couper court. Alors, ben, je vous dis merci à nouveau, puis je dis merci aussi à nos collaborateurs, donc la CRPQ, Grenier aux emplois, APP, CDMQ, SDGQ pour leur appui, puis Orchestra à nouveau pour l'identité visuelle de l'activité. Donc, on a d'autres rendez-vous virtuels qui suivent dans les prochains jours. On espère que vous allez vous connecter. Puis, je mentionne aussi que le BEC, le bénévolat d'entraide aux communicateurs, organise aussi une activité de speed mentorat le 9 novembre. Donc, c'est une autre belle opportunité de parler directement avec des professionnels de l'industrie, de leur poser toutes vos questions. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, visitez le site web ou la page Facebook du BEC. Donc là-dessus, je vous dis bonne soirée et merci pour votre présence. Merci à tous. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye. Bye. À tous.